Bonjour, bonjour à toutes et à tous de nouveau pour cette nouvelle journée. Alors, je vais simplement dire quelques mots avant de passer la parole à notre présidente de séance, Aude Fanlot, qui est donc directrice du département recherche au MUSEM et qui va animer une session consacrée à la vie ordinaire en temps de pandémie. Aujourd'hui, nous allons donc avoir cette session qui sera suivie de deux autres temps. Un temps conçu et organisé par l'Institut Ad Memoriam sur les traces de la pandémie et animé par Laetitia Atlani-Duo à la pause de midi. Donc, vous allez pouvoir aller déjeuner, mais aussi venir écouter cette table ronde. Je voulais aussi vous informer que Philippe Portier est malheureusement en convalescence suite à une opération et donc ne pourra pas venir intervenir, ce qui fait qu'on a une matinée un peu plus allégée, donc un peu plus de latitude par rapport au temps d'intervention, mais pas non plus tant que ça, de façon à respecter voilà, aussi le temps de la discussion et puis vous permettre justement aussi d'avoir à la fois une pause à midi et d'écouter la table ronde. Et l'après-midi, donc, nous aurons une dernière session consacrée aux angles morts de la crise et aux effets indirects de la pandémie. Marine Boisson-Cohen, donc la présidente de la CNSA, est extrêmement occupée par la réforme de la 5e branche de la sécurité sociale et donc nous a informé malheureusement qu'elle n'était plus disponible pour animer cette session. Donc je pense que nous le ferons l'un ou l'autre membre du COPIL de la plateforme SHS Santé dans le cadre de laquelle ce colloque prend place. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous, et je passe le micro à Aude Fanlot. Merci. Ça marche? Oui. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents dans la salle et puis à ceux qui sont présents en ligne. Je voulais juste commencer par des remerciements qui ne sont pas du tout compassés. Merci à Marie Gaille et à l'ensemble du comité de pilotage de m'avoir permis de participer à cet événement. Là, ce qu'on a entendu hier, je disais, j'ai trouvé ça extrêmement stimulant et vivifiant parce que c'était de l'intelligence de situation mesurée dans tous les sens du terme et mobilisée aussi. Et ça fait du bien. J'attends avec beaucoup d'avidité, je dirais, la séance d'aujourd'hui, puisqu'elle est complètement dans ce qui m'occupe depuis près d'un an, puisque je représente le MUSEM, qui est le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui a lancé en fait pendant le premier confinement une collecte participative qui était exactement sur ce sujet, vivre au temps du confinement, et qui proposait aux gens de nous envoyer des témoignages incarnés en quelque sorte par des objets qui traduisaient leur ordinaire, leur quotidien. Et on a reçu plus de 600 propositions, souvent extrêmement intimes, extrêmement sensibles, et qui en même temps traçaient une sorte d'autobiographie collective de l'ordinaire de cette période. Et à travers des exemples très simples, disaient des choses sur les transformations de notre rapport au corps, de notre rapport à l'espace, de notre rapport à la vie privée, aux déplacements publics, aux manières de s'adapter au travail, aux manières de faire l'école à ses enfants à la maison, bref. Donc, ce que je vais écouter aujourd'hui, je l'attends avec beaucoup d'impatience, comme ce que j'ai écouté hier, parce que tous ces objets, en fait, en quelque sorte, je m'en fais l'ambassadeur et ils attendent la recherche et ils attendent les éclairages de la recherche pour être contextualisés au-delà du témoignage individuel. Et je vous donne juste quelques petits exemples de ce qu'on a reçu en manière d'inventaire à l'après-vert, simplement parce qu'au fond, ils illustrent, ils illustrent, oui, un certain nombre des thématiques qu'on va entendre ce matin. Voilà, on a reçu par exemple un faux col en soie que la personne dit enfiler pour ses visioconférences de travail à la maison. On a reçu quantité d'autorisations de déplacements alors de toutes sortes, surutilisés, détournés, et qui disaient tout ce rapport au contrôle des déplacements dont on a entendu hier qu'il était finalement on avait été très docile, mais enfin on a quand même pas mal de témoignages de détournement.
On a reçu énormément de formes alors, très diverses, des tableaux, des caisses, des calendriers d'activités qui disent la répartition des activités familiales dans le cadre domestique, mais qui sont aussi, au-delà de ça, des sortes de calendriers presque qui rappellent au fond un petit peu les calendriers que l'on peut trouver aussi en prison, avec des journaux d'activités muraux sur ce qu'on a fait dans la journée, puis on barre les jours, et un jour de plus est un jour de moins. On a reçu énormément aussi, il sera question des solidarités de voisinage, justement, sur toutes les modalités de communication, depuis son balcon, avec une tyrolienne qu'on fait passer, avec des affiches, avec des banderoles, etc. Voilà, donc tous ces objets vous attendent d'une certaine manière, et moi j'attends avec beaucoup d'impatience ce qu'on va entendre aujourd'hui. On va commencer tout de suite donc avec Anne Solaz et Ariane Paillet, qui sont toutes les deux directrices de recherche à l'INED et qui vont nous parler de la division du travail domestique et parental au fil des confinements. Alors, vous vous souvenez que vous avez 20 minutes, suivi de 10 minutes de questions. Ça marche ? Merci. Et je pense que vous pouvez enlever le masque. Donc merci beaucoup. Donc nous allons faire cette présentation à deux voix. Donc bonjour à tous. Et puis je voulais me joindre aussi aux organisatrices et aux organisateurs pour ces 2 journées vraiment passionnantes. Le croisement des différents regards, et on l'a vu hier, était particulièrement enrichissant. Donc aujourd'hui, donc ce matin, on va vous faire une présentation sur la répartition du travail domestique en temps de confinement. Et on va voir que la séance s'intitule le confinement ordinaire, ou enfin, on va voir que c'était pas du tout des situations ordinaires. Donc, d'abord, pourquoi s'intéresser au travail domestique? Alors, d'une part, parce que c'est une activité qui fait pleinement partie de l'activité économique. C'est une activité de production de biens et services qui contribue au bien-être des membres de la famille et plus généralement. Et puis, c'est aussi ce qui anime nos travaux, c'est une activité qui traduit les relations de genre, elle révèle les positions inégales des femmes et des hommes dans le couple, mais aussi plus largement dans la société. Donc, elle révèle aussi les relations de pouvoir dans la famille. Donc, qu'en a-t-il été pendant la pandémie ? Donc avant de commencer, de voir ce qui s'est passé dans la période actuelle, on va faire un petit retour en arrière pour observer les évolutions de long terme du temps domestique. Donc ici, on a pour 6 pays développés de différents types d'état-providence et de différents types de relations de genre. Et on voit que partout, on a une convergence des temps domestiques des hommes et des femmes. Alors cette convergence, elle tient principalement, donc des barres du haut, de la baisse très importante du temps domestique des femmes. Du côté des hommes, on a soit une stabilité, soit une légère progression. Mais c'est vraiment une chute très importante des contributions des femmes. Et maintenant, pour ce qui concerne le temps parental, qu'on va toujours distinguer du temps domestique, on a des évolutions complètement différentes, où on a toujours, depuis le milieu des années 80, une progression du temps consacré aux enfants, à la fois par les hommes et par les femmes. Donc, ici, une moindre convergence du fait de la progression pour les hommes et pour les femmes. Alors, maintenant, revenons dans la période actuelle, et plus précisément sur la période des confinements. Donc, ça a été vraiment des périodes où on a eu un choc très important sur le temps. Donc, d'une part, on a eu
avec la diminution de l'activité professionnelle, avec la fermeture de certains lieux de travail, de la majorité des lieux de travail, avec donc une offre de temps disponible importante. On peut aussi penser à le fait d'être en télétravail a réduit le temps de transport, donc on a plus de temps disponible. Le fait de ne pas pouvoir exercer des activités de loisirs à l'extérieur a aussi offert du temps disponible dans le logement. Alors pour d'autres, bien aussi, il y a eu un choc de temps, au contraire, dans l'autre sens, où, notamment dans les activités dites essentielles, il y a eu une augmentation du temps de travail importante. Et en parallèle, on a eu un besoin croissant de production domestique. Donc avec la fermeture des écoles, la fermeture des crèches, la fermeture des restaurants, des cantines d'entreprise et de nombreux commerces. Donc il y a eu un besoin accru de production domestique, que ce soit de la cuisine, du ménage, du fait d'être dans la maison, etc. Alors ce choc de temps, il a été variable au fil des confinements. Il a été très très fort au premier, et au deuxième, il a été moindre. On a eu la réouverture des écoles, la reprise de l'activité économique, le télétravail a été moins généralisé, et puis il y a eu aussi davantage de possibilités d'externalisation du travail domestique. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ces chocs de temps ont affecté le temps domestique des hommes et des femmes et la division du travail domestique entre partenaires. Et notamment, on va se demander si les hommes ont été plus impliqués dans les tâches domestiques et dans celles liées aux enfants. Alors, on a des expériences, des études menées dans d'autres pays qui montrent que dans les pays anglo-saxons, les hommes, partout, les hommes ont plus participé, mais dans les pays anglo-saxons, leur augmentation de participation a été supérieure à celle des femmes, si bien qu'il y a eu une réduction de l'écart de la division du travail domestique. En revanche, dans les pays du sud de l'Europe, on a eu une augmentation des deux, mais on a eu un creusement des écarts entre hommes et femmes au niveau du temps domestique. Et on va aussi s'intéresser à l'effet des variations de temps de travail sur le temps et du mode de travail sur le temps domestique. Et puis, est-ce que ces effets varient selon les groupes sociaux et selon les configurations familiales ? Donc ça va, au-delà de l'aspect descriptif de la situation en temps de confinement, ce choc aussi nous permet de mieux comprendre les déterminants du temps domestique et de voir dans l'appareillage théorique qui existe quels sont les facteurs les plus importants. Donc on a trois grands groupes de théories. Une première théorie qui s'intéresse plutôt à la disponibilité du temps. Donc en fait, les écarts entre hommes et femmes de temps domestique sont dus au fait que les hommes travaillent plus dans la sphère marchande que les femmes, et donc elles travaillent plus dans la sphère domestique. Donc ça, c'est un premier appareillage théorique. Le deuxième s'intéresse plus aux ressources relatives entre conjoints, donc notamment à leur niveau d'éducation relatif, à leur niveau de revenus relatifs, qui est en fait un déterminant des relations de pouvoir au sein du couple, et c'est ces propriétés relatives qui vont déterminer le temps domestique de chacun. Et puis le troisième grand groupe de théories, il y en a plusieurs au sein de ce groupe théorique, on s'intéresse plutôt aux relations de genre, donc à l'effet des normes de genre sur la participation au travail domestique. Donc pour étudier cette question, on va ici avoir une analyse quantitative en s'appuyant sur la grande enquête EPICOV dont on a déjà parlé pas mal hier. Donc c'est une enquête qui a été menée dès le printemps, donc une enquête de l'INSERM, de l'adresse et de l'INSEE sur un très gros échantillon, donc 135 000 personnes enquêtées au printemps et une deuxième vague qui a eu lieu à l'automne, donc 86 000 personnes, et une troisième vague qui a lieu actuellement, et il y aura une quatrième vague ultérieurement.
Donc on a eu le plaisir de contribuer à la construction du questionnaire et donc on a introduit des questions sur la participation au temps domestique. Donc c'était un questionnaire soit par internet, soit par téléphone, et puis donc 135 000 questions, mais les questions de travail domestique ont été posées un sous-échantillon tiré aléatoirement dans le grand échantillon, donc auprès de simplement 10% du gros échantillon, ce qui laisse quand même plus de 13 000 personnes. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ces données. Donc, juste pour vous rappeler le calendrier à la fois des confinements et de l'enquête. Donc, la première vague a été passée du 2 mai au 2 juin. Donc, à cheval entre le confinement strict et le début du déconfinement. Et la deuxième vague a été posée du 26 octobre au 30 novembre, donc juste avant le deuxième confinement et surtout pendant le deuxième déconfinement. Donc nous, notre échantillon d'études, on s'intéresse aux personnes actives, donc avant le confinement. Donc des hommes et des femmes. Donc on a en gros 6500 qui ont répondu aux 2 vagues de l'enquête parce qu'on va s'intéresser à l'évolution au fil du temps. Donc 70% sont en couple, la moitié ont des enfants mineurs. Et là, juste pour vous donner une indication des évolutions du temps de travail au fil du confinement. Donc ici, à gauche, vous avez le premier confinement, les hommes, les femmes et le total. Et donc ce qu'on voit en rouge, c'est ceux qui ont travaillé plus longtemps. Donc on a environ 15% des gens qui ont travaillé plus longtemps qu'avant. En gris, c'est ceux qui ont travaillé autant. Et en vert foncé, donc environ 20% qui se sont arrêtés de travailler et d'autres 20% qui ont diminué leur temps de travail. Donc, au premier confinement, on en voit qu'il y a 40% des gens qui ont soit arrêté de travailler, soit diminué leur temps de travail et peu de différence entre hommes et femmes. Donc ça, je tiens à le souligner parce que ce n'est pas toujours ce qu'on entend dans les médias. Et ensuite, au deuxième confinement, on y reviendra. Donc là, on voit une augmentation importante du temps de travail et la part de ceux qui ne travaillent plus est très faible. Donc pour ce qui est des activités domestiques, donc, on va s'intéresser au temps moyen passé à ce qu'on appelle le noyau dur du travail domestique, qui sont la cuisine, le ménage, le linge et les courses. Et on va aussi s'intéresser à s'occuper des enfants de moins de 18 ans. Donc là, c'est une information autodéclarée. Donc les répondants devaient déclarer combien en moyenne ils avaient passé de temps dans les 7 derniers jours aux différentes tâches, donc au temps par jour. Et il y avait des tranches qui leur étaient indiquées, donc pas de temps, moins d'une demi-heure, d'une demi-heure à 1 heure, 1 à 2 heures, 2 à 4 heures, 4 à 6 et 6 heures et plus. Et puis il y avait aussi deux questions sur la répartition entre conjoints du travail domestique. Donc ça aussi autodéclaré. Donc si c'est toujours moi qui le fais, le plus souvent moi, mon conjoint et moi de façon équivalente, toujours le plus souvent mon conjoint, toujours mon conjoint. Et puis en vague 2, on a demandé quelle était l'évolution par rapport à la situation avant confinement. Donc on va commencer par quelques statistiques descriptives sur le temps domestique ici. Donc on a ici les hommes à gauche, les femmes à droite. Et donc en rouge, on a la distribution, suivant les tranches de temps, pour le premier confinement. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que on a une distribution pour les hommes qui est un peu plus à gauche que la distribution des femmes. Et donc, par exemple, il y a environ 20% des hommes qui font en moyenne 2 à 4 heures de travail domestique par jour, quand on a plus de 35% des femmes, et elles sont aussi plus nombreuses à en faire 4 à 6 heures et 6 heures et plus. Et au deuxième confinement, on voit, donc là, c'est les barres en blanc, donc on voit qu'on a
tant pour les femmes que pour les hommes, un décalage vers la gauche. Donc on a vraiment eu, au deuxième confinement, une baisse du travail, du temps domestique. Alors maintenant, pour le temps parental, alors là, on a une distribution qui n'est pas du tout habituelle, et notamment avec la dernière tranche des 6 heures et plus, qui est tant pour les hommes que pour les femmes, très, très importante. Donc là, on voit vraiment l'effet fermeture des crèches et des écoles, où les parents de jeunes enfants ont dû s'occuper en continu de leurs enfants. Donc on a plus de 30% des hommes et plus de 40% des femmes qui ont déclaré passer plus de 6 heures par jour en moyenne à s'occuper de leurs enfants. Et on voit à nouveau, au deuxième confinement, donc un décalage vers la gauche, donc une baisse de ce temps, mais qui reste néanmoins important pour une part significative de parents. Donc ici, c'est sur les parents qu'on a fait les statistiques. Donc la question, c'est, voilà, on a des niveaux élevés, mais par rapport à avant, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça a beaucoup évolué, pas beaucoup? Alors malheureusement, l'enquête de référence sur l'utilisation du temps, donc l'enquête emploi du temps, la dernière date de 2010. Donc, on n'a pas de données récentes. Donc, ce qu'on a fait pour avoir une idée du temps pré-Covid, on a extrapolé la tendance observée entre les 2 dernières enquêtes emploi du temps pour prédire un temps juste avant le confinement. Donc, en faisant cette hypothèse qu'on a un trend entre 99 et 2010 qui est le même que celui entre 2010 et 2020, donc on obtient ici la barre en rouge. Donc pour les hommes, on a 59 minutes par jour de temps domestique. Et on voit qu'en rouge, le temps du premier confinement autodéclaré est de 50 minutes par jour, supérieur à ce temps domestique prédit par le trend. Donc on a, si on croit à nos hypothèses, une augmentation très importante du temps domestique quotidien pour les hommes, et pour les femmes aussi une augmentation, plus 36 minutes, donc une augmentation plus faible pour les femmes. Il n'en demeure pas moins qu'elles font plus de temps domestique, mais on aurait une progression relative plus importante, une progression absolue plus importante pour les hommes que pour les femmes. Et au deuxième confinement, alors c'était pas, non pardon, je vous ai dit c'est plus 29 les femmes en rouge, et au deuxième confinement c'est les barres en vert. Donc on a une baisse pour les femmes comme pour les hommes, mais une baisse plus importante du temps domestique des femmes que des hommes. Donc les femmes sont plus 8 minutes par jour quotidienne par rapport au trend, tandis que les hommes sont toujours à plus 36 minutes. Donc il y a beaucoup de limites à cet exercice. D'une part, ce n'est pas du tout le même mode de collecte parce que les enquêtes emploi du temps ont une méthodologie très précise à partir d'un remplissage de carnet quotidien par tranche d'activité de 10 minutes. Donc, tandis que là, on a une autodéclaration de chacun. Et la littérature méthodologique montre qu'il y a des biais de genre sur ces autodéclarations où les hommes auraient plutôt tendance à surestimer leur participation. Donc même s'il y a un biais, quand même, toujours est-il qu'il y a eu une progression. On ne peut pas dire on peut pas dire, et ça, ce sera une question future, de savoir si vraiment ils restent à un niveau supérieur à la tendance ou s'ils sont revenus au trend d'avant. Donc ça, d'autres données ultérieures seront nécessaires. Donc je laisse maintenant la parole à Anne qui va vous parler maintenant des déterminants de ce temps domestique. Oui, tu as un peu pris. Moi, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc voici notre... Donc l'idée là, c'était de voir qu'est-ce qu'a fait ce choc de temps un peu exceptionnel pour... c'est une expérience un peu naturelle pour nous. On a eu tout à coup des gens qui ont moins travaillé, d'autres qui ont plus travaillé. Et donc, du coup, ça nous permet de voir un peu l'ajustement du temps domestique à ce temps de travail.
Donc ce temps de travail, Ariane l'a déjà présenté. Ça, c'est notre variable d'intérêt. Donc, en gros, il a été très réduit lors du premier confinement, un peu moins lors du second. Les hommes travaillent plus que les femmes et quelques femmes travaillent à temps partiel. Je vais aller un peu vite là-dessus. Donc ensuite, on a fait une régression sur le temps domestique en tenant compte de diverses variables de contrôle, donc l'âge, le sexe, la situation familiale de la personne, si son conjoint travaille à l'extérieur, s'ils ont des enfants jeunes, en tenant compte aussi des caractéristiques socio-économiques au niveau d'instruction, des cils, le secteur d'activité, le type de travail et des caractéristiques aussi géographiques, la région et le type de logement. Et donc ce qu'on voit en tenant compte de tout ça, c'est l'effet d'un changement du temps de travail, donc à la hausse ou à la baisse, mais en général plutôt à la baisse sur la période, sur l'ajustement que font les femmes et hommes en termes de tâches domestiques. Alors ce que vous voyez là, le 0,043, c'est la réaction en termes de temps domestique. C'est-à-dire que pour une heure de moins de temps de travail, pour une heure de plus de temps de travail, la personne réduit son temps domestique de 4 minutes. Pour une heure ou on peut le dire aussi en sens inverse, pour une heure de moins de temps de travail, on va augmenter son temps domestique de 4 minutes. Donc de 0,4, donc ce qui équivaut à peu près à 2-3 minutes par heure de travail. Donc ces ajustements, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont assez similaires pour les hommes et pour les femmes. Et ils sont aussi assez similaires lors du premier et du second confinement, en fait. Donc finalement, quand il y a l'idée, c'est que ça signifie que des réductions ou des augmentations de temps de travail peuvent affecter le temps domestique, bon, pas énormément, mais d'une même façon, en fait. Alors, c'est une question qui s'est posée aussi quand il y a eu des réformes sur les 35 heures. Enfin, il y a d'autres personnes qui se sont posées un peu ces questions-là. Comment réagir? Alors, pour représenter un peu ça, on peut représenter le temps domestique selon les heures de travail des hommes et des femmes. Donc, vous voyez qu'il y a plus on travaille, plus le temps domestique baisse. Mais que même on voit quand même des grosses inégalités entre femmes et hommes. Donc en bleu, vous avez le temps domestique lors du premier confinement et en rouge, le temps domestique lors du second confinement. Et ce qu'on voit que même quand les femmes travaillent, donc elles disent qu'elles travaillent plus de 10 ou 12 heures par jour, donc des grosses quantités de travail, elles réalisent toujours plus de temps domestique que les hommes qui ne travaillent pas du tout ou qui travaillent très peu. Donc il y a un ajustement qui est similaire, mais le niveau de base est très très inégalitaire. Donc ensuite, on s'est intéressé au rôle des caractéristiques socio-économiques. Donc là, je vais vous présenter à chaque fois sous forme de graphique. Donc c'est le résultat des régressions. Donc ici, c'est le temps que passent les femmes au travail domestique selon le décile de niveau de vie de leur ménage. Donc ce qu'on voit, c'est que lors du premier confinement, dans les points bleus, finalement, il y avait très peu de différence selon les déciles de revenus. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de vie de la personne, elle réalisait à peu près 2 heures et demie de travail domestique quotidien. En revanche, lors du deuxième confinement, on voit vraiment qu'il y a une chute pour les déciles supérieurs qui, là, ont réalisé beaucoup moins de tâches domestiques. Alors, l'une des explications, c'est qu'elles ont pu, lors du deuxième confinement, externaliser une partie de ces tâches, qu'il était aussi sans doute habituellement avant, en temps hors confinement, et ce qu'elles n'ont pas pu faire lors du premier confinement parce que les aides ménagères étaient arrêtées. Et donc ce constat, en fait, finalement, le premier confinement, il a un peu gommé les inégalités sociales qu'on observe généralement dans ce temps domestique. Et on l'observe en termes de revenus, mais on va aussi l'observer quand on prend d'autres stratificateurs sociaux. Donc pour les hommes, il n'y a quasiment pas de différence lors du premier ou du deuxième confinement. Donc là, c'est le même graphique avec les hommes et les femmes. Si on prend maintenant le niveau d'éducation des femmes, donc on voit un peu le même effet. Quasiment, les points bleus ne sont pas différents des uns des autres. Donc quel que soit le niveau d'éducation, lors du premier confinement, les femmes réalisaient le même temps, consacraient le même temps aux tâches domestiques. Et lors du deuxième confinement, on voit que les plus diplômés ont décroché, donc passent beaucoup moins de temps aux tâches domestiques. Donc sans doute parce qu'il y a eu une possibilité d'externalisation, aussi parce que les enfants étaient moins à la maison, mais ça c'était aussi le cas pour les autres. Donc on suppose que c'est vraiment l'externalisation qui explique ça.
Donc là, c'est pour les hommes, mais on ne voit pas vraiment de différence pour les hommes, à part bien sûr que le niveau de travail domestique est nettement plus bas pour les hommes que pour les femmes, mais on ne voit pas ce décrochage selon le niveau d'éducation des hommes. Alors, si on regarde la même chose en prenant la catégorie socio-professionnelle, donc à nouveau, on voit que finalement, celles qui ont le plus changé entre le premier et le deuxième confinement, c'est les femmes cadres, hein, qui pendant le premier confinement ont beaucoup plus consacré de temps aux tâches domestiques, alors que d'habitude, c'est éventuellement celles qui y passent le moins de temps. Donc là, c'est pour les hommes. Donc là, on a fait le même exercice cette fois en regardant le temps parental et non pas le temps domestique. Et on voit aussi que ce sont les femmes cadres et professions intermédiaires qui ont finalement investi beaucoup dans ce temps parental lors du premier confinement. Enfin, tout le monde a investi, comme Ariane vous l'a montré, mais relativement au deuxième confinement, ce sont surtout ces professions-là. Et on le voit aussi en termes de diplôme, hein, c'est toujours voilà, les différences finalement le plus fortes qu'on observe entre le premier confinement où il n'y a pas eu de possibilité d'externalisation, où les écoles étaient fermées, sont plus fortes pour les catégories sociales supérieures. Alors on s'est intéressé, je ne sais pas si j'ai le temps de parler, non, des caractéristiques familiales. Non, je vais passer alors peut-être directement à la conclusion pour que vous ayez un message un peu clair. Juste la division du... Ah oui, alors quand même pour juste un mot sur la division au sein du couple. Donc là, c'est la répartition du temps domestique avant le confinement, lors du premier confinement et lors du deuxième. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a très peu de changements. Quand on regarde comment les tâches sont réparties entre hommes et femmes au sein du couple, on voit que la femme, dans 50% des cas, réalise la plupart des tâches domestiques, que c'est égal dans 40% des situations, et dans moins de 10% des situations, c'est l'homme qui réalise plus. Et ça, c'est vrai pour le temps domestique, mais vous voyez que ça n'a pas été trop affecté. Donc finalement, il n'y a pas de révolution en termes de tâches domestiques pendant les confinements. Et si on fait le même exercice pour le temps parental, on a aussi le même constat. Même si tout le monde a augmenté, la répartition reste très inégalitaire. Alors pour conclure, le premier confinement, ça a été un bouleversement assez important des emplois du temps quotidiens. Hein. Il y a eu un changement dans le temps de travail, souvent à la baisse, une augmentation généralisée du travail domestique, donc pour les hommes et pour les femmes, dans tous les groupes sociaux. Et il y a eu aussi une très forte augmentation du temps parental. Et ce qu'on observe, c'est que le temps passé aux tâches domestiques, il est assez sensible au temps de travail, mais de la même manière pour les hommes et pour les femmes, mais rappelons que le niveau initial est très différent, donc finalement, ça n'a pas bouleversé les inégalités qu'on observe d'habitude. Ce temps passé aux tâches domestiques, il est aussi très sensible aux caractéristiques socio-économiques, mais finalement, pendant le premier confinement, il y a eu comme un gommage un peu de ces différences sociales qu'on observe d'habitude. Et on voit que les femmes dans le haut de la hiérarchie sociale ce sont elles qui ont dû s'impliquer plus que d'habitude pendant le premier confinement. Elles avaient moins d'aide extérieure. Et donc on ne vous l'a pas montré, mais que le temps passé aux tâches domestiques est aussi sensible à la situation familiale, surtout pour les femmes. Et enfin, on a un statu quo dans la division du travail au sein des couples. Donc il n'y a pas eu de révolution durant le confinement. Donc je crois que... je vais peut-être m'arrêter là. Je ne sais pas si je peux laisser la discussion si vous voulez pour les questions, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer par demander à la salle s'il y a des questions. Et puis en ligne, n'hésitez pas à lever vos mains ou à poser des questions sur le chat. Alors je vais me déplacer. Alors, je n'ai pas le droit de vous faire passer le micro, donc je tiens le micro, mais je vous le tends. Alors, vous gardez le masque. Oui. Bonjour. Merci pour cette présentation extrêmement riche et ces données qui sont passionnantes. J'avais deux questions. La première, c'est que vous avez fait le choix de réduire au couple pour pouvoir étudier les négociations à l'intérieur des couples, les écarts entre hommes et femmes dans la première partie, en tout cas quand vous... Non, vous n'avez pas réduit au couple. Non, en fait, on n'a pas réduit au couple, sauf la dernière partie sur la répartition au sein du couple. Là c'est forcément
réduit au couple, mais sinon, j'ai pas eu le temps de présenter les différences entre les gens qui sont en couple ou pas, mais on n'a pas réduit au couple, c'est tous les actifs en fait. Ah pardon, excusez-moi. Et sur l'emploi, ça vaut aussi parce qu'en fait, tout à l'heure, quand vous aviez montré la slide sur l'emploi qui était présenté comme étant... il n'y avait que des couples sur la slide. Bon, c'est pas grave. Bon, on en rediscutera autrement, sinon, parce que comme ma question est... En fait, c'était la question des familles monoparentales, en fait, du poids de la charge qui repose sur les femmes dans les familles monoparentales, puisque les familles monoparentales sont plus souvent féminines. Et donc, quel est le rôle de cette différence de structure familiale où, quand on est femme seule, on se retrouve à gérer complètement la charge des enfants ou... voilà, donc c'était qu'est-ce que ça fait à la fois sur l'emploi, parce qu'on sait que dans les familles monoparentales, les femmes se sont vraiment beaucoup arrêtées de travailler quand elles avaient des enfants en bas âge. Donc, dans notre enquête Coconel, on voit que c'est une des explications pour lesquelles, en population générale, les femmes se sont un peu plus arrêtées de travailler que les hommes, et que ça ne vaut pas dans les couples, ça vaut seulement en population générale, à cause que les femmes sont plus souvent à la tête des familles monoparentales. Et ma deuxième question, c'était sur le poids de l'externalisation que vous donnez comme une explication assez forte entre le premier et le second confinement. Je voulais juste savoir déjà en temps normal, je ne sais pas si vous avez la donnée, c'est-à-dire quelle proportion de familles a tendance à externaliser des tâches domestiques parce que du coup, je pense que c'est une explication, mais qu'il y a aussi une autre explication qui est le volume global de travail alors, parental, c'est évident, mais aussi domestique, entre le premier et le second confinement, est vraiment sans commune mesure quand on pense à quel point des enfants salissent une maison, à quel point il fallait faire les repas le midi. Voilà, la fermeture des écoles, ça a des effets sur le travail parental évident, mais aussi sur le travail domestique. Et donc, voilà, quelle est la part de l'externalisation versus augmentation du volume ? Je vais peut-être commencer par cette dernière question. Donc, ce qu'on sait sur l'externalisation, c'est très vaste. Il y a les hommes et femmes de ménage. Donc, ça, c'est en gros 10% des ménages qui y ont recours, et principalement les catégories supérieures. Mais il y a d'autres formes d'externalisation. Il y a les plats préparés. Bon, ça, on y avait accès au premier confinement, mais aller au restaurant, sortir, tout ça, c'est du temps domestique gagné. Donc, et ça, on n'a pas, à part les pratiques de consommation, on n'a pas de données vraiment là-dessus. Donc, tout à fait d'accord, il y a eu un volume de travail domestique bien plus fort lors du premier confinement que du deuxième, et le fait d'avoir les enfants à la maison, ça génère des externalités négatives, comme on peut dire, en termes de travail domestique, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences sociales sur cette surcharge de travail domestique. Donc là, c'est pour ça qu'on l'interprète en termes d'externalisation, parce que, voilà, à part le nombre d'enfants dont on tient compte, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et puis, donc la deuxième question sur les familles monoparentales. Donc là, tout à fait. Donc les familles monoparentales, alors, pratique plus de travail domestique. Alors, c'est pas si vrai que ça sur le travail domestique en temps normal, parce qu'il y a des travaux qui ont plutôt montré que, en fait, le fait de ne pas avoir de conjoint à la maison décharge d'une partie du travail domestique, et donc le travail domestique en temps normal des femmes en situation de monoparentalité n'est pas supérieur à celui des hommes, pour le temps domestique, pas le temps parental, qui est davantage partagé entre conjoints. Alors, il est vrai qu'elles ont plus arrêté de travailler pendant le confinement, mais ça a été aussi un dispositif public de soutien aux mères, et notamment aux mères en famille parentale, de pouvoir gérer l'articulation famille-travail, et comparé à d'autres pays, c'est un peu une exception française, et c'est vrai que ça a plutôt allégé la charge mentale et d'articulation famille-travail qui pouvait exister sur les mères de familles monoparentales. Alors nous, on n'a pas fait spécifiquement d'analyse sur les familles monoparentales, mais c'est clair qu'avoir des enfants, ça augmente la charge, et que de ne pas avoir de conjoint fait que la charge repose uniquement sur la femme dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Alors j'ai une question, oui, dans le chat, c'est pourriez-vous revenir sur l'effet du temps parental sur le temps domestique, mais il me semble que vous avez déjà... Le temps parental sur le temps domestique. Oui. C'est Alice Moscaritolo qui vous pose cette question. Oui, ça on a étudié pour le moment séparément les deux, donc on avait fait un modèle où on mettait voilà, temps de travail, temps domestique et temps parental à la fois, mais je me souviens plus trop de ce que ça donnait. Mais après c'est un peu compliqué parce que ça réduit l'échantillon dès qu'on travaille sur le temps parental, on n'a plus par définition que les parents, donc je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Oui. Et puis, il y a Mounir Berish qui veut intervenir. Donc là, je pense que c'est vous c'est la régie qui lui... Oui, vous m'entendez? On vous entend. Oui, je suis ravi de cette présentation adéquate de deux intervenants. Mais... l'influence du confinement sur les ménages, vous avez parlé notamment sur les aspects. Est-ce qu'il y a des implications éducatives? Parce que vous savez que le confinement a des empreintes multiples. Par exemple, à mon spécialité, par exemple, comme géographe climatologue, la baisse du carbone dans l'air, il y a beaucoup des effets positifs des confinements. Mais sincèrement, on parle toujours des effets négatifs. C'est une occasion de savoir les implications négatives et éducatives, s'il est possible. S'il est possible. Hein. Alors du positif, il y a eu plein d'aspects positifs. Hein. Pour certaines familles, ça a été un temps heureux. Et puis, pour le temps domestique, ça a été, on a vu qu'il y a eu beaucoup de réinvestissement, de fabriquer son pain, faire la cuisine, des activités. Et en fait, la frontière entre activité domestique, qui est généralement une activité qu'on souhaite plutôt se décharger de cette tâche-là, qui est plutôt fastidieuse, etc. Au moment du confinement, elle a été investie par beaucoup, et ça a été aussi l'occasion de plus cuisiner, de cuisiner de meilleure qualité, etc. Donc là, on mesure des temps, ça a été une charge, mais ça n'a pas été que négatif. L'expérience aussi de ces pratiques en famille, souvent, a pu être positif. Alors, le conflit avec le temps de travail a, lui, quand même été négatif. Pour ceux qui devaient à la fois travailler à la maison et s'occuper des enfants et aussi se mettre une mission de faire bien les choses, parce qu'il y avait quand même un discours public sur lequel il fallait bien s'occuper des enfants, trouver plein d'activités, etc., a pu être une charge mentale particulièrement importante pour les femmes. Donc c'est pas que du positif, c'est pas que du négatif, mais il y a des situations qui ont pu être difficiles à gérer. Et au niveau du vécu, on voit que c'est chez les femmes cadres que ça a été le moins bien vécu, parce que elles ont à la fois eu cette mission de bien faire, on leur a assigné cette mission de bien faire les choses, mais aussi elles avaient l'activité professionnelle à gérer sur un même lieu, parce qu'elles étaient en majorité en télétravail. Merci. Oui, moi je me demandais si parmi les interrogations ou les questions que vous leur aviez posées, ou en tout cas des retours que vous auriez eu à travers les questions posées, il y a des personnes qui ont, même sur le mode d'une projection dans le futur, considéré qu'ils allaient complètement réorganiser leur temps à la lumière de cette expérience. Enfin voilà, qu'est-ce qu'ils projettent à la lumière de cette expérience qui a pu quand même être très bouleversante en termes d'emploi du temps quotidien, comme vous l'avez montré. Alors ça, malheureusement, on a une grande enquête quantitative avec très peu de questions et très peu d'informations qualitatives. Donc, par contre, il y a des enquêtes qualitatives qui ont été menées tout au long du confinement et
qui ont montré au fil du confinement d'abord un degré variable d'investissement. Donc au départ, il était très fort, puis après, il s'est un petit peu... assoupli, on va dire. Et alors sur les projections, nous, on n'a pas d'éléments pour répondre à votre question. Mais je renvoie aux travaux qualitatifs de collègues, notamment il y a Julie Landour qui a participé à tout un processus de collecte longitudinale, donc qui peut suivre les familles et voir l'évolution des pratiques et des projections aussi au fil du temps. Mais nous, malheureusement, les données on peut dire déjà des choses, mais pour creuser, il faut un travail qualitatif par derrière. Merci beaucoup. On a dépassé un peu, mais pas trop. Et merci infiniment pour votre présentation. On continue sur le travail, mais plus domestique, avec le vécu du travail en temps de crise sanitaire dans un groupe industriel international. Et j'appelle donc Céline Mardon, Valéria Vieira Giraldo et Agnès Martineau-Arbès. Alors, on a Monsieur Volkov, je pense, en ligne. Il me semble qu'il est connecté, donc on le salue aussi. Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Martineau-Arbès, je suis médecin coordinateur du groupe Safran et on a fait un travail on a fait une enquête avec des collègues du CREAPT, Céline et Valéria qui se présenteront tout à l'heure, une enquête durant la crise, la pandémie de la crise Covid l'an dernier pour évaluer avec un questionnaire qu'on a élaboré ensemble pour évaluer le vécu du travail pendant la crise des collaborateurs. Donc pour rappel, Safran, c'est un groupe aéronautique, c'est pas Airbus, c'est l'autre, et un groupe aéronautique français qui rassemble à peu près 75 000 salariés maintenant, 12 sociétés réparties un peu partout sur les 5 continents, Et donc, le groupe Safran a mis en place un système de management de la santé, sécurité, environnement qui est harmonisé sur tous les sites et dans toutes les sociétés. Et dans ce management de la santé, sécurité, environnement, nous avons un volet de prévention des risques psychosociaux, avec notamment l'utilisation du questionnaire Everest depuis 2009 pour les premiers sites en France. Et depuis 2019, nous avons internationalisé le questionnaire Everest. Il est maintenant traduit en 9 langues et il est proposé à tous les collaborateurs du groupe sous type de questionnaire, d'observatoire longitudinal ou d'enquête ponctuelle, de façon qu'on puisse comme ça comparer le vécu du travail et faire une évaluation et des plans d'action qui en découlent, quel que soit le site de Safran, quelle que soit la nationalité, l'emplacement géographique. Juste précise que Everest, ça veut dire évolution des relations en santé-travail. Pardon. C'est vrai. Quand on baigne dedans, on oublie comme ça de préciser. Mais voilà, donc c'est pas la montagne de l'Himalaya, c'est effectivement un questionnaire qui a été élaboré par le CREAPT il y a plus de 20 ans maintenant et qui permet d'évaluer le vécu du travail, le vécu à la fois psychique, psychosocial, physique, et c'est un questionnaire qui est posé aux collaborateurs, aux salariés, par le médecin du travail durant les visites médicales. En 2017, notre première coopération avec le CREAPT a été d'élaborer un questionnaire complémentaire au questionnaire Everest, parce qu'on s'intéressait beaucoup aux notions d'accaparement par le travail et du coup d'épuisement par le travail. Et c'est suite à cette coopération qu'on a un peu modifié notre questionnaire de vécu du travail en y ajoutant justement ces notions d'épuisement et d'accaparement par le travail. Parce que la question de l'épuisement professionnel est une question quand même centrale dans les organisations et notamment dans les grands groupes industriels. Et que pour nous, c'était important de pouvoir prévenir et de détecter le plus tôt possible les signes avant-coureurs de l'épuisement professionnel et plus généralement du burn-out.
Donc cette enquête, on l'a mise en œuvre à partir de juillet pour la première société, et puis elle s'est largement développée en octobre. Elle s'est terminée, les questionnaires ont été terminés en fin octobre 2020. L'équipe du CREAPT a fait l'exploitation, ils vont vous présenter les résultats. C'est passionnant, c'est en termes d'observation des gens au travail, avec plusieurs nationalités, dans plusieurs pays, c'est absolument très très intéressant. Et pour nous, employeurs, enfin en tout cas entreprises, notre objectif c'était de pouvoir tirer des enseignements de cette enquête pour pouvoir mettre en place des plans d'action qui permettent de maintenir les gens en bonne santé au travail et en bonne santé psychique. Et Dieu sait si leur santé psychique a été malmenée dans le travail ces derniers temps, toutes entreprises confondues. Et mettre en place des plans d'action qui soient durables, qui soient efficaces et qui soient surtout harmonisés partout. Voilà, et je passe la parole à Céline. Merci. Alors, on va vous présenter des éléments issus des premières analyses effectuées sur ce questionnaire. Donc déjà, le questionnaire en lui-même, il comprenait d'abord quelques questions de cadrage sociodémographique et géographique, avec des informations sur la société, le site, le pays, pour situer géographiquement les salariés répondants. Et quelques questions ensuite pour se faire une idée de la composition de leur ménage. Et puis une question enfin sur la catégorie socio-professionnelle et un potentiel rôle d'encadrement hiérarchique. Après quoi, le questionnaire comportait 4 grandes parties. La première s'intéressait aux périodes de travail sur site depuis le début de la crise sanitaire, avec une question sur le sentiment de sécurité compte tenu des mesures mises en place sur le site, et puis des questions sur les difficultés liées à la pression temporelle, les possibilités de choisir la façon de procéder dans son travail, les possibilités d'entraide, de soutien, de coopération dans ce travail sur site. Excusez-moi. La deuxième partie du questionnaire portait sur les périodes de télétravail depuis le début de la crise sanitaire et demandait si une organisation de télétravail satisfaisante avait pu être trouvée dans ce contexte bien particulier. Et puis les mêmes questions sur les difficultés liées à la pression temporelle, le choix de la façon de procéder et les coopérations possibles que dans la partie précédente étaient posées, mais cette fois en lien avec le télétravail. La troisième partie, c'était la plus fournie, portait sur la situation de travail actuelle au moment de répondre à l'enquête, avec des questions relatives à la pression temporelle et à l'intensité du travail, des questions autour de la qualité du travail, des questions autour des conflits du travail, et enfin des questions sur l'articulation entre travail et famille. Et puis, enfin, une quatrième et dernière partie abordait les impacts de la crise sanitaire sur le rapport au travail en termes de gains d'intérêt et de perte de sens notamment. On a recueilli un peu plus de 39 000 questionnaires. Il y a un peu plus de 39 000 salariés du groupe qui ont répondu à cette enquête. C'est un peu plus de la moitié des effectifs totaux. La passation du questionnaire a débuté en juillet, comme le disait Agnès, pour s'achever fin octobre 2020, alors avec un contexte différent selon les pays, et puis qui a pu varier aussi selon ce laps de temps, ce qui incite à la prudence pour l'interprétation et la prise en compte des résultats. C'est la frise que montraient nos deux collègues auparavant. Voilà, déjà en France, ça varie, et à l'international, peut-être aussi et différemment. Bon. À ces 39 000 questionnaires étaient associés 37 modalités de réponse différentes pour le pays, avec plus ou moins d'enregistrements pour chacune. Mais enfin, on a quand même 9 modalités pays qui peuvent être retenues pour des comparaisons, mais ce n'est pas ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, ça reste à faire. 58% des répondants travaillaient en France au moment de répondre au questionnaire. Et puis, les réponses aux questions introduisant les parties 1 et 2 du questionnaire nous ont appris que depuis le début de la crise sanitaire, 92,4% des répondants avaient travaillé sur site et 55,9% des répondants avaient télétravaillé, au moins à certaines périodes. C'est Valéria qui va vous détailler ça. Merci Céline.
Alors, donc moi je vais vous présenter les formes en fait et les lieux d'activité dans cette période du confinement, de la crise sanitaire plutôt. Donc pour rappel, les conditions de travail et emploi ont été fortement impactées par la crise sanitaire, hein, on l'a vu, et avec un recours massif au télétravail, en tout cas en France, comme vous le savez bien. Et d'ailleurs, je voulais juste faire un petit astérisque sur le mot télétravail. On dit télétravail en pensant au télétravail avant la crise sanitaire, mais bien entendu, le long de toute la période de crise sanitaire, c'était pas forcément du télétravail en tant que tel, sachant que c'est plutôt un abus de langage en fait, vu que le lieu de travail fixe pour certains était le domicile. Donc cette petite parenthèse mise de côté, je vais quand même faire l'abus de langage tout le long de la présentation. Et voilà, donc tu peux montrer les deux graphiques. Donc en fait, vous avez ci-dessus donc les deux périodes qu'a mentionné Céline du questionnaire. Donc il y avait des questions à la date de l'enquête et des questions depuis le début de la crise sanitaire pour prendre en compte donc cette pluralité, cette hétérogénéité de situations en fonction du contexte des pays et au sein même des pays. Donc vous avez là un découpage par catégorie socio-professionnelle à ces deux périodes et les informations sur leur lieu de travail et leur forme de travail. Donc en vert, vous avez les personnes qui cumulaient du travail sur site et du télétravail. En jaune, vous avez les personnes qui travaillaient exclusivement sur site et en bleu, les personnes qui travaillaient exclusivement en télétravail. Le TT, comme vous pouvez voir, il y avait donc globalement beaucoup de gens qui travaillaient sur site exclusivement au moment de l'enquête, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. C'est pour ça qu'on voit un peu plus de jeunes sur les deux graphiques. Globalement, le lieu de travail sur site était avant tout chez les ouvriers, les techniciens. On voit que les personnes qui travaillaient en mixte ou en télétravail seul, c'est un peu plus les cadres. Il y a eu très peu de télétravail exclusif donc chez le groupe Safran, et aussi ce que vous voyez un petit peu en gris, c'est donc l'inactivité totale, donc le chômage partiel à 100%. Et on voit que cette partie-là, et donc au moment de l'enquête, le travail sur site est plus fort que depuis le début de la crise sanitaire, où il y avait pu avoir, on va dire, plus de variations, on va dire, des formes et des lieux de travail. Oui, pardon ? Tu veux que je change ? Oui. Pardon. J'ai beaucoup de choses dans les mains. Désolée. Non, c'est bon. Alors, c'est ça. Oui. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit focus sur le télétravail. Donc, il y avait la question de comment s'organisait le télétravail pendant la période. Vous avez donc sur la gauche un graphique où vous pouvez voir donc on va dire le degré de satisfaction de cette organisation de télétravail et avec un découpage entre hommes-femmes et aussi par rapport au nombre d'enfants. Donc vous pouvez voir que déjà globalement les organisations de télétravail satisfaisantes, donc le oui tout à fait ou plutôt oui, donc le jaune poussin on va dire et le jaune moutarde prennent la plupart du graphique. Des deux graphiques et qui a pas forcément beaucoup de différences, que ce soit entre hommes et femmes ou entre le nombre d'enfants. Par contre, quand on croise cette question de l'organisation de satisfaction du télétravail avec la fréquence de sollicitation des enfants, qui était une autre question du questionnaire, on peut voir, je vais tenter d'appuyer, voilà que très souvent, on voit que ça change un peu la courbe, il y a un gradient, et que les personnes qui disent qu'ils sont très souvent sollicitées par les enfants, l'organisation de télétravail est moins satisfaisante. Vous pouvez voir presque la diagonale, on va dire, entre les deux. Voilà. Donc les 4 diapositives qui viennent sont construites de la même façon et décrivent des indicateurs de cumul que nous avons bâtis pour 4 problématiques de travail investiguées par le questionnaire.
à savoir la charge de travail, la qualité, les tensions et l'articulation travail hors travail. Donc ici, il s'agit de l'indicateur de cumul de charge de travail qui se base sur les items décrits sur le graphique de gauche. C'est-à-dire, en raison de la charge de travail, traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soins assez souvent ou très souvent, sauter ou écourter un repas ou ne pas prendre de pause assez ou très souvent, travailler chez soi sur ses temps de repos ou de congé, ou encore dépasser assez souvent ou très souvent ses horaires normaux. Et vous voyez que c'est ce dernier item qui concerne le plus de monde, en proportion 47%. Et donc, outre la distribution des réponses défavorables à ces aspects de charge du travail, nous nous sommes intéressés à leur cumul. C'est le graphique de droite. Et donc, sur lequel vous voyez que 40% des répondants cumulent au moins 2 des items et 7,2% d'entre eux les cumulent tous les 4. Et donc ensuite, on a distribué ce cumul de ces 4 items selon des caractéristiques sociodémographiques des répondants. Donc tout d'abord selon le sexe et l'âge. Et donc si l'on ne voit guère de différence selon le sexe, on voit que c'est les répondants âgés de 35 à 55 ans qui sont le plus souvent dans le cas de cumuler les 4 items de charge. On a distribué selon les lieux de travail ensuite, et il semble que les répondants ayant travaillé sur site exclusivement sont moins souvent que les autres en situation de cumuler les 4 items de charge du travail. Et enfin, selon la catégorie socio-professionnelle et la fonction d'encadrement hiérarchique. Donc ici, les cadres se démarquent franchement des autres, avec 12,6% d'entre eux qui cumulent tous les items. Mais ce qui nous a le plus marqué ici, c'est que cette proportion s'élève même à 16,3% pour les personnes avec une fonction d'encadrement hiérarchique, et ce, donc toutes CSP confondues, puisqu'on voit bien là qu'il ne s'agit pas que de gens avec le statut de cadre. Alors maintenant, on va s'intéresser aux items en lien avec la qualité du travail, qui sont les suivants. Pour faire un travail de bonne qualité, ne plutôt pas disposer ou ne pas disposer du tout d'objectifs adaptés à la situation actuelle d'une part, de consignes et d'informations adéquates, suffisantes et adéquates d'autre part. Et on peut souligner de suite que ces 2 items concernaient plus d'un quart des répondants. Et puis les 2 autres items pris en compte ici sont de devoir faire des choses qu'on désapprouve, plutôt oui, oui tout à fait, et de ne plutôt pas avoir ou ne pas avoir du tout le sentiment de pouvoir faire un travail de qualité. Et donc l'indicateur de cumul nous apprend que 27% des répondants cumulent au moins 2 de ces items et que 5% d'entre eux les cumulent tous. La distribution par sexe et âge de ce cumul de 4 items fait apparaître, alors d'une part, une très légère différence de l'ordre de 1 à 2 points en défaveur des hommes, et puis d'autre part que les moins de 25 ans sont les moins nombreux en proportion à tout cumuler. S'agissant des lieux de travail, les salariés en télétravail exclusif ne sont pratiquement pas concernés en fait par le cumul des 4 items. Mais alors malheureusement, vous vous souvenez que ça concernait pas tellement de répondants, cette situation-là. Et puis en termes de catégories socio-professionnelles, les cadres et les techniciens réunissent plus souvent que les autres les 4 items de problèmes de qualité. Merci. Du coup, maintenant que vous maîtrisez ce format diapositive, je vais aller plus vite. Donc maintenant, je vais vous parler de l'indicateur de cumul de tension. Donc pour construire cet indicateur, donc on a pris la question de votre travail est reconnu par votre entourage professionnel, plutôt non ou non pas du tout, le fait de craindre un changement non désiré, pareil, oui ou oui tout à fait. Le fait d'avoir des situations de tension avec les relations professionnelles, que ce soit hiérarchie, collègue ou client, plutôt oui, oui tout à fait. Et le fait d'avoir peur de mal faire son travail. Et du coup, là, on peut voir d'ailleurs que la crainte d'un changement non désiré est très très forte. Ça concerne plus de 50% des répondants. Et pour les personnes qui cumulent donc ces 4 items, donc on a 4,2% des répondants qui sont concernés. Et
Et voilà, il y avait c'est plus de 35% qui sont concernés par au moins 2 des items. En termes de répartition entre sexe et âge, il n'y a pas grande différence entre hommes et femmes. Par contre, on peut voir que les tensions sont un peu moins fortes au-delà des 5 ans et plus. Et qui concernent un peu plus les plus jeunes, c'est ça que tu voulais? Et c'est moins plus les plus jeunes, donc l'inverse. Et en termes de lieu de travail, ces tensions sont un peu plus fortes sur site exclusivement, le cumul de ces tensions. Hein. Et on peut voir que en termes de catégories socio-professionnelles, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Il y a un point de plus chez les techniciens, mais ça reste assez faible, voilà, sur 5%. Ensuite, on s'est intéressé aux problèmes d'articulation entre travail et famille. Donc pour cet indicateur de cumul, on a juste croisé 2 questions. Donc c'est celle de si votre entourage ou votre famille considère que vous travaillez trop, qui est d'ailleurs une question qui est souvent reprise, que ce soit pour des questions d'articulation professionnelle, mais aussi pour des indicateurs de santé, ou de révéler des problèmes de santé plutôt. Et on a aussi pris la question explicite de avez-vous du mal à concilier travail et obligations familiales? Assez souvent, très souvent. Donc là, on est le cumul des deux est autour de 18%, et c'est aussi normal que ce soit plus fort que tout à l'heure vu qu'on a croisé que 2 questions. Et par rapport à la répartition en termes de sexe et âge, on voit à grande surprise, mais pareil, c'est aussi des questions d'interprétation ou de biais de réponse, on va dire, en fonction des genres, qu'il y a peu de différence entre les hommes et les femmes. Par contre, on voit que tous les 2 catégories, les personnes qui ont le plus tendance à déclarer des problèmes d'articulation ont entre 25 et on va dire 45 ans. Donc ça nous fait penser aussi à des personnes qui ont des jeunes enfants à charge. En termes de lieu de travail, on peut voir que cette difficulté d'articulation est un peu moins forte pour les personnes qui sont en télétravail exclusivement, mais qui encore une fois ne sont pas très très nombreux, et que ceux pour qui les difficultés sont un peu plus nombreuses, c'est les personnes en télétravail et sur site. Et ensuite, on peut voir en termes de catégories socio-professionnelles que c'est chez les cadres que ces cumuls de tension est plus fort, et encore plus chez les encadrants, comme on avait avec le premier indicateur de cumul sur la charge de travail. Après, la dernière partie du questionnaire. La dernière partie du questionnaire, donc ça s'intéressait donc aux des questions que vous pouvez voir affichées sur la perte de sens et les gains d'intérêt. Et du coup, tu peux mettre mettre tout de suite les 2, je pense. Et du coup, on a fait une variable entre les lieux de travail et la CSP. Et juste pour vous montrer, en fait, qu'en termes de gains d'intérêt, donc le bleu, on peut voir que c'est plus nombreux c'est plus fort chez les ouvriers ou les employés, et aussi sur c'est très dur à faire ça, et sur les personnes qui étaient soit et voilà, sur les personnes qui étaient en télétravail tout seul, mais qui représentent très peu de monde au final. Voilà. Très rapidement, on avait fait la synthèse des premiers enseignements retirés au moment de rendre un premier rapport à Safran. Qu'en fait, je vais vous les afficher. On a laissé des choses qu'on n'a pas présentées aujourd'hui, mais pour donner qui sont écrites en un peu plus clair, pour donner quand même des éléments. Donc voilà, des réponses favorables très majoritaires, à l'exception de celles qui portent sur la crainte de vivre des changements non désirés, dont on a vu que ça concerne une moitié des gens à peu près. Une charge de travail jugée élevée, amenant soit à dépasser ses horaires, et ce plutôt en télétravail, soit à souvent réaliser une tâche sans lui consacrer un temps suffisant, et ce plutôt sur site, les encadrements étant particulièrement concernés.
De nombreuses opinions positives sur le télétravail, y compris en matière de qualité du travail et de coopération, et avec de fréquentes sollicitations de la part des enfants au domicile à gérer, comme Valéria l'avait montré. Des jugements positifs très majoritaires sur le niveau de sécurité sur site. On ne l'a pas abordé ici, mais ça valait le coup de vous le dire en passant. Donc sur le niveau de sécurité sur site, l'organisation du télétravail et les informations diffusées sur l'impact de la crise au sein de l'entreprise. Un quart des répondants qui jugeaient que dans cette période, leur travail a perdu de son sens, et un autre qui juge qu'il a gagné en intérêt. Donc on a vu que les proportions sont assez voisines selon les CSP et le lieu de travail, modulo quelques petites variations dont a parlé Valéria à l'instant. Et d'importantes, alors ça on l'a pas vu, mais pour préciser, d'importantes différences entre les différentes sociétés du groupe, sachant que les sociétés qui présentaient les plus fortes proportions de réponses défavorables n'étaient pas forcément les mêmes selon la question étudiée, et ça c'était valable aussi entre sites d'une même société. Voilà, sachant qu'une société a des sites répartis sur plusieurs pays. Voilà. Je passe la parole à Agnès. Et donc, alors je conclus. Donc, on a suite à ces données, on a présenté les différentes données aux différents DRH des sociétés et en Comex Group. Toutes les sociétés se sont mises en ordre de marche pour mettre en place des plans d'action. Les plans d'action sont en train de s'installer pour certains, ont déjà bien commencé pour d'autres, et une nouvelle enquête est prévue fin 2021, début 2022, pour vérifier que nos actions sont efficaces. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va prendre quelques questions. Alors oui, je vois des gens qui hésitent. Vous pouvez applaudir. Alors, question. J'en ai peut-être une. Je commence par le chat, peut-être, si j'en vois une arriver. Je me permets juste de préciser une toute petite chose, parce que je me rends compte qu'on ne l'a pas fait non plus. Le CREAPT, ça veut dire le Centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail, qui est un groupement d'intérêt scientifique qui regroupe des partenaires académiques et des partenaires universitaires et des partenaires entreprises. Et donc Safran est l'un des partenaires du GIS-CREAPT. Normalement, on le fait au début, mais... C'est vrai, il faut expliquer les sigles. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai juste une... Je me suis demandé si vous aviez interrogé les gens sur la notion qui a fait grand bruit de essentiel, non essentiel, dans le rapport qu'on a à son travail. Alors, vous parlez de travail essentiel et de travailleurs essentiels. Alors, on n'a pas interrogé ça dans l'enquête, mais dans les résultats, on le voit en filigrane, parce que nous, chez Safran, on sait qui sont les organisations d'importance vitale. On a certains sites chez Safran qui sont d'importance vitale. Les moteurs d'hélicoptères, les moteurs d'avions, militaires notamment, j'en passe, il y a autre chose aussi. Et donc ces sites, ces organisations d'importance vitale ont dû rester en fonctionnement comme les vendeurs de nourriture, comme les éboueurs, enfin comme tous ces métiers essentiels qui ont fait qu'on a pu continuer comme ça à vivre à peu près normalement malgré cette espèce d'épreuve qu'on a tous traversée. Et la notion de travailleur essentiel chez nous a été utilisée de manière très très maladroite par certains de nos communicants, et certaines personnes ont très peu apprécié d'être étiquetés travailleurs non essentiels, et donc pouvant être mis en chômage partiel, puisqu'on a beaucoup dû faire du chômage partiel. L'aéronautique est un secteur actuellement qui est quand même un peu en difficulté. Les avions sont par terre, et d'habitude c'est fait pour voler un avion. Et donc on a eu aussi recours au chômage partiel de manière majeure dans certaines de notre société. Et le fait d'avoir dit à certaines personnes, vous n'êtes pas essentiel, tu restes à la maison en chômage, ça a été dévastateur. C'est consternant. D'ailleurs, parce que c'est parce qu'ils sont en chômage que la société peut aussi continuer de tourner. Et ça, on s'en est rendu compte un peu tard, quand la maladresse était commise dans certains endroits. Merci. Je ne vois pas de questions en ligne. J'en vois une en salle. Bonjour, merci beaucoup de cette présentation. Je voulais vous demander, on voit que dans les résultats que vous présentez, relativement au télétravail, il y a des effets positifs, justement du fait d'être en télétravail pendant cette période, des effets moins positifs, à la fois peut-être pour l'entreprise d'une part, et puis aussi pour les
pour les salariés eux-mêmes. À un horizon, à moyen terme, de votre point de vue, est-ce que vous avez le sentiment que cette période peut faire bouger les lignes relativement justement au recours au télétravail, à l'autorisation de télétravail dans une entreprise telle que Safran, par exemple? Comment vous percevez les choses? C'est une évidence. Lors de l'enquête qui était avant le deuxième confinement, le télétravail a clairement été plébiscité. Même si on a plus travaillé, mais du coup on a mieux travaillé parce qu'on avait plus de temps pour faire bien le travail. Enfin, tout ce que vous avez vu et que Céline et Valérie ont présenté. Et là, actuellement, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a d'abord toutes les entreprises, toutes les sociétés du groupe, et c'est pareil dans les autres groupes du CAC, s'organisent pour avoir des accords de télétravail. Et alors pas trop, parce que trop, c'est une désocialisation radicale, et enfin on le voit aussi. Mais en revanche, 2-3 jours par semaine, ça va devenir absolument classique et banal. Et donc les accords d'entreprise se signent, et les gens signent et demandent massivement. Donc oui, clairement, là, il y a une transformation du travail, hein, c'est une évidence. Et bien sûr, pour les métiers qu'ils permettent. Ça va sans dire. Un ouvrier fraiseur qui fabrique des engrenages de moteur ne va pas pouvoir télétravailler, un médecin du travail ou une infirmière non plus. Mais quoique. Et avec la digitalisation. Mais n'empêche que tous les métiers télétravaillables sont candidats potentiellement, et les personnes qui les occupent sont candidates aussi. Encore une question? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette étude. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste, etc., mais il y a quand même, moi, une chose qui m'interroge sur le rendu de cette étude, c'est qu'elle est transmise, enfin, présentée à Safran. Donc déjà, ça m'interroge évidemment sur le biais susceptible d'être produit par ce type d'étude, puisqu'évidemment c'est déclaratif, et éventuellement les salariés peuvent avoir un biais dans leur réponse compte tenu de cette conscience de la portée de cette étude sur leur futur. Donc déjà, comment est-ce que vous le prenez en compte, ce biais-là? Et deuxième chose, en fait, on assiste à une sorte de transfert d'externalisation en fait, du lieu de travail vers le domicile, en fait, ou un souhait des entreprises. On revient au 19e siècle hein, sur le putting out system, donc avec le risque afférent d'externalisation de la charge de logement, de la charge de chauffage, la charge des conditions de travail, etc. Tout cela véhiculé par un discours extrêmement favorable en disant tout le monde va y trouver son compte, on est plus confortable chez soi, etc. Et qui se manifeste ensuite par une désocialisation des salariés qui est extrêmement dangereuse en fait hein, pour les salariés. Donc moi je m'interroge sur la portée de cette étude et son utilisation au sein de Safran pour justifier en fait ce type de déploiement de télétravail sans que finalement l'entreprise en ait à supporter le coût, puisque finalement effectivement le coût des locaux, le coût d'avoir des espaces de travail adaptés pour les salariés, c'est un coût pour l'entreprise. Là, j'ai plusieurs entreprises en tête comme AXA, BNP, etc., qui diminuent en fait et proposent effectivement et donc dimensionnent leurs locaux avec en fait un effectif salarié à 75% de la masse totale de l'effectif. Donc évidemment, pour eux, c'est une réduction de la charge foncière hein, associée à leur activité. Tout cela sans qu'il y ait de transfert financier équivalent vers les salariés. Donc voilà, tout cela m'interroge en fait sur l'utilisation de cette étude et sur le discours ambiant qui tente à justifier en fait le télétravail, sachant que ça a des effets désocialisateurs extrêmement néfastes et dont on ne se rend pas compte puisqu'on est sur le court terme pour l'instant, sur des expériences très ponctuelles de télétravail, alors qu'évidemment, cette désocialisation, elle va être beaucoup plus massive si l'on est sur le long terme. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Alors d'abord, on n'a pas découvert le télétravail chez Safran avec le Covid. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a eu beaucoup de cadres dirigeants pendant la crise qui n'étaient pas favorables au télétravail et qui ont même plutôt lutté contre les mesures sanitaires pour dire que c'était mieux pour le moral des gens qu'ils restent au travail, même s'ils étaient télétravailleurs possibles. Et en fait, les personnes le demandent.
Et on est très très conscient, parce qu'on a déjà cette expérience, que trop télétravailler, c'est décrocher du travail. C'est un facteur de désengagement important, justement parce qu'on ne peut plus échanger sur le travail. Hein, les échanges informels, les 35 heures nous ont fait tous beaucoup de mal. Hein, enfin, en tout cas, dans les entreprises, ça a fait beaucoup de mal, parce qu'en fait, ça a été aux dépens de toutes les pauses et les échanges informels sur le travail. On réfléchissait sur notre travail et on partageait sur notre travail. Et donc, le télétravail est très, très pourvoyeur de ce décrochage si on n'est pas vigilant. Et donc, on a encore les vieilles croyances archaïques qui disent qu'on ne peut pas surveiller quelqu'un qui est en télétravail. Donc, on a tout un volet, tout un panel de managers qui nous disent non, vous ne pouvez pas les faire télétravailler. Et puis, on refuse, même s'ils pouvaient travailler, parce qu'il y a une demande massive. Hein, les salariés demandent massivement le télétravail, hein, surtout en région parisienne, mais pas que. Même ailleurs, même dans des endroits beaucoup plus provinciaux, beaucoup plus campagnards, où on est à 5 minutes de son travail, eh ben on demande du télétravail quand même, juste parce que l'environnement est plus fleuri ou que sais-je. En tout cas, le souhait des personnes se respecte, et après, le souhait de l'employeur se respecte tout autant. Par rapport à ce que vous dites, il n'y a pas une incitation au télétravail, forcément. C'est un besoin sociétal, je pense, et ça s'observe dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises, y compris les petites. Et pour ce qui est du coût, alors les syndicats sont très très à cheval là-dessus, et ils ont raison de l'être. Nos délégués du personnel, qui sont représentés à peu près, il y a toutes les couleurs de syndicats, et c'est bien, ont tous demandé massivement qu'il y ait une participation de l'entreprise à l'installation du télétravail à domicile, avec des aides financières pour payer le fournisseur de Wi-Fi ou de la fibre ou je ne sais quoi, l'ordinateur connecté, parfois des sièges ergonomiques, et tout à l'avenant. Et ça, ce sont des choses qui, dans les accords, sont prévues aussi, bien sûr, parce que ce serait inique sinon. Vous avez raison. Juste méthodologie. Pardon. Juste pour une précision, sur le versant méthodologique des choses, cette fois sur le questionnaire et les risques de biais par rapport à ce que les gens perçoivent que Safran attend de ça. On est quand même dans un cadre où le dispositif Everest, dont il était question au tout début, est à l'œuvre depuis un certain nombre d'années. Et donc les salariés, finalement, ont l'habitude de répondre à ce genre de questionnaire dans l'entreprise, je pense. Après, on n'est jamais... Enfin, oui, les réponses sont subjectives, mais la plupart des enquêtes sur les conditions de travail le sont également. Ce qui n'est pas une justification. Puis après, en plus, il y a d'autres limites. Hein. Je vous disais au début qu'on a la moitié des salariés du groupe qui ont répondu. Quid de l'autre moitié? Est-ce qu'il ressemble à la moitié qui a répondu? Il y a des limites méthodologiques à prendre en compte. Voilà. Alors, merci. Il nous reste 2 minutes et 2 questions. Ça veut dire que vous devez vraiment poser les questions de manière synthétique et y répondre tout autant. Merci pour votre présentation. J'aurais voulu savoir comment se passe la question justement des négociations maintenant pour le télétravail. J'ai entendu d'une autre entreprise, ils l'ont qualifié de peau de puce, c'est dire que pour eux, c'était perçu de manière vraiment extrêmement négative, autour de questions sur la confiance, sur l'inégalité de traitement entre les personnes, par exemple, dans la production et ceux qui peuvent accéder au télétravail, sur des questions de mise en place de quotas, et à partir du moment où on met des quotas, quels sont les critères? Par exemple, est-ce que ça va être la distance par rapport entre le domicile et le lieu de travail? Est-ce que ça va être la prise en compte des enfants? Voilà, comment c'est géré chez Safran? Alors devinez, on est un grand groupe du CAC 40 qui est composé d'êtres humains avec leurs croyances limitantes ou positives ou favorables. Donc comment ça se passe? Les accords d'abord sont forcément passés sur le mode paritaire. Représentants de l'employeur, représentants des salariés sous la forme de représentants syndicaux. Ça marche comme ça et c'est bien comme ça. Et c'est pas seulement en France, hein, les unions chez les anglo-saxons, un peu moins en Chine sans doute, ça c'est sûr, mais sinon grosso modo en Europe c'est paritaire partout, aux US, au Mexique, Amérique du Sud c'est paritaire partout. Donc voilà comment c'est pris en compte, hein, c'est discuté. Et après comment ça se décide au niveau de l'équipe elle-même? On a encore des managers et pas forcément vieux, hein. Vieux c'est quelqu'un qui a 15 ans de plus que moi, donc pas forcément vieux, qui disent
ok, tu peux rester en télétravail, mais pas le mercredi parce que quand même. Et puis si tu le prends vendredi, je sais que ça sera pour partir en week-end. Donc pas le mercredi parce qu'il y a les enfants à garder dans la tête de celui qui peut décider, ou voilà. Et pas le vendredi ou le lundi parce que ça ferait un week-end prolongé quand même et qu'on est là pour bosser, non? Voilà. On a encore des managers qui disent les gens qui sont en télétravail, il va falloir les faire revenir au travail. Donc évidemment qu'on a ça. Et à côté de ça, on a toute une vague de demandes de gens. On s'est rendu compte, quand on a travaillé sur les rendus qualité, que les gens qui étaient en télétravail forcé lors du premier confinement, autrement dit télétravail forcé, Safran a fermé 4 jours en France quand même, tous les sites. Hein. Télétravail forcé, c'est-à-dire obligé de travailler à la maison avec les moyens du bord, pas forcément les bonnes connexions et ainsi de suite. Eh ben, il y a des gens de la qualité, hein, qualité du produit rendu qui se sont intéressés à ça. Il y a eu beaucoup plus d'efficacité encore que d'habitude en termes de qualité, de rendu, de produits avec les gens en télétravail dans des mauvaises conditions en plus. Et voilà, quoi. Donc cette plasticité de l'humain et puis cette façon de s'adapter qui me laisse admirative, elle est partout. Et donc, comme d'habitude, il y a les contre et il y a les pour. Il y a ceux qui disent que c'est pas bon, il y a ceux qui disent que c'est bon. Et je pense que l'intelligence humaine fait qu'elle choisit en général ce qui est le mieux pour elle. Et l'idée, c'est que ce soit toujours discuté. Quand c'est discuté, c'est beaucoup plus performant et beaucoup plus durable. Je rajoute juste un tout petit élément pour le télétravail. Même avant la crise sanitaire, en fait, les gens en télétravail ont tendance à travailler plus longtemps, à étendre l'amplitude horaire de travail, ce qui, du coup, on est moins pressé pour faire une tâche et aussi pour la faire de bonne qualité. Il faut prendre en compte aussi ça. Allez, un dernier commentaire avant la pause. Oui, non, c'était pas une question, mais un commentaire pour poursuivre la discussion autour du biais méthodologique. Donc, quelques petits éléments. Moi, je travaille avec mes collègues au CREAPT, pas du tout, je suis pas statisticienne, donc je fais plutôt du quali. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une enquête qui vise à mettre en œuvre le télétravail. C'était une enquête qui visait à essayer d'apprécier quels étaient les effets, notamment sur les conditions de travail de la crise. Donc, on peut y voir beaucoup d'autres choses. Et notamment sur la question de la charge, ce qui n'a pas été pointé ici, mais qui me semble intéressant, c'est le statut des encadrants et comment leur métier a été transformé, pas forcément de manière très positive du point de vue de la charge de travail, et que ce type d'enquête statistique, c'est vraiment un outil de négociation et de dialogue pour les acteurs dans le champ de la santé au travail, en interne en entreprise. Donc, bon, voilà, c'était juste pour spécifier 2-3 éléments supplémentaires. Merci beaucoup. Nous allons procéder à la pause où vous pourrez continuer à discuter et à échanger. Merci beaucoup à notre trio. On fait donc une pause d'1 quart d'heure et donc on revient à 10h45 pile pour écouter les 2 dernières interventions de la matinée. Voilà, sachant, j'espère aussi que côté public en ligne, on vous retrouve dans 1 quart d'heure également. Voilà, avec un temps qui ne doit pas dépasser pour vous permettre d'avoir une vraie pause aussi avant la table ronde d'entre midi et 2. Si vous souhaitez laisser vos affaires dans la salle...